Bonsoir Antoine Mariotti. Antoine, vous revenez de Damas. Vous avez suivi ces trois parlementaires français qui sont allés rendre visite, qui sont allés s'entretenir avec des cadres du régime syrien et avec le président Bachar el-Assad. Beaucoup de choses se sont jouées diplomatiquement ces derniers jours à New York. Aujourd'hui, on voit sur le terrain l'aviation russe qui bombarde la Syrie. Dans quel état d'esprit est le président syrien Bachar el-Assad? Est-ce qu'il se sent en position de force aujourd'hui? Oui, ils se sont très clairement confortés. Alors les trois députés, juste pour être très précis, ne l'ont pas rencontré cette fois-ci, alors que les députés français qui avaient fait le voyage en février l'ont rencontré, mais ils ont rencontré évidemment le président du Parlement et d'autres cadres du régime. Donc ce qui revient au même. Ils se sont évidemment confortés, mais pas seulement depuis aujourd'hui les frappes russes ou depuis le discours de Vladimir Poutine à la tribune de l'ONU. Ça fait des semaines que la Russie, eh bien, contrairement à ce qu'attendaient un peu les Occidentaux, a renouvelé son soutien de manière très appuyée, diplomatiquement, militairement, à Bachar el-Assad. Ces derniers mois, il faut savoir que depuis le début de l'année, nous avions des diplomates occidentaux qui régulièrement nous disaient en off, c'est-à-dire hors micro, loin des caméras, les Russes sont en train de s'adoucir un petit peu sur la position syrienne. Vous allez voir, peut-être qu'ils vont laisser la porte ouverte à un départ de Bachar el-Assad. Et on voit aujourd'hui que c'est une douche froide pour ces Occidentaux, parce que ce n'est absolument pas le cas. Non seulement il y a une initiative diplomatique, ils veulent une nouvelle coalition internationale qui impliquerait la Russie, évidemment, mais aussi l'armée syrienne. Alors c'est rejeté par les Occidentaux, mais il n'empêche qu'il y a une initiative diplomatique, une pression diplomatique russe ces dernières semaines. Et puis il y a une pression militaire qui joue aussi sur cette pression diplomatique, et on le voit, c'est depuis quelques semaines, les Russes, on le savait, ils avaient une base navale à Tartous, c'est sur la côte méditerranéenne. Mais si on peut voir une carte pour bien voir On va Homs, voir ça Hama, peut-être un peu plus en Latakia, détail. Tartous, toutes ces Voilà, donc grandes vous voyez, localités. Alors on montre à nos téléspectateurs. Homs, alors dommage, on n'a pas Latakia. alors Latakia est un peu au sud d'Alep, vous voyez, Alep, sur la côte méditerranéenne, près de la frontière turque, vous avez Latakia, c'est donc le fief un peu de la famille Assad, même s'il y a un village qui s'appelle Kardak, qui est un peu plus loin, qui est le vrai fief. Et un peu en dessous, un peu au-dessus de Homs, vous avez Tartous. Et donc à Tartous, vous avez une base navale syrienne, russe, pardonnez-moi, depuis plusieurs années. On dit qu'évidemment, ils veulent absolument garder cette base. C'est un pied en Méditerranée important. Et puis à l'attaquer, selon les États-Unis et selon l'OTAN, selon l'Alliance Atlantique, eh bien, les Russes construisent une base aérienne depuis plusieurs semaines. Et il y a, selon ces sources-là, des avions de chasse, des bombardiers, des chars, des hélicoptères, des drones et des soldats russes qui ont été déployés dans cette base de l'Ataquia. Nous sommes allés à l'Ataquia, nous sommes allés à Homs aussi, et à l'Ataquia, nous avons pu voir plusieurs de ces avions de chasse russes disposés sur l'aéroport de l'Ataquia. Alors pas les 28 comme qui est le chiffre avancé par les États-Unis, mais nous en avons vu près d'une dizaine qui étaient là-bas, avec très clairement l'étoile rouge de la Russie qui était sur les appareils. Et donc on les a vus, ils sont présents. Et quand on parle à la population là-bas, il y a deux discours d'ailleurs, entre la population et le régime, ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs en Syrie. La population, sur les frappes françaises par exemple, elle nous dit c'est une excellente chose, on est très contente, ça nous soulage un petit peu, etc. Alors que le régime nous dit c'est une agression, ils n'agissent pas dans le cadre légal, ils n'ont rien à faire là. Imaginez si nous, on envoyait notre aviation syrienne bombarder les terroristes en France, alors que vous le savez, vous en avez. En France, comment est-ce que vous réagiriez? Donc c'est ça leur discours. Alors évidemment, bon, chacun a ses nuances. Mais la population, en revanche, tout comme les autorités, que ce soit face caméra ou hors caméra, sont tous très soulagés, on le sent, de cette implication russe, qu'elle soit diplomatique ou militaire. Il y a un vrai soulagement, ils se sentent beaucoup plus protégés parce que toute cette partie, la carte qu'on disait, toute la côte méditerranéenne, Homs maintenant qui est contrôlée à 95% par le régime, et jusqu'à Damas, c'est contrôlé par le régime. Par le régime. Et les Russes qui estiment eh bien, cette action tout à fait légitime dans la mesure où ils ont demandé au président syrien d'intervenir. Et, elle est légale. Ils estiment que c'est Bachar el-Assad et le droit est un président leur légitime. permet, puisque le président leur a demandé, ils ont répondu à son invitation, comme la France est intervenue au Mali à la demande des autorités maliennes. Merci Antoine Mariotti. Vous restez avec moi encore pour cette édition spéciale qui va se poursuivre après 18h30. Bonsoir Raphaël Pitti, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en médecine d'urgence à l'Union des organisations syriennes des services médicaux. En fait, pour dire à nos téléspectateurs, vous travaillez en Turquie, vous formez donc des médecins qui partent ensuite sur le terrain syrien. Vous étiez en Syrie vous-même il y a 3 semaines. Oui. Alors, une première question, quand même, peut-être une réaction à ces bombardements. Est-ce que vous me permettez d'abord de corriger? Oui. Je ne forme pas des médecins syriens en Turquie, je forme des médecins syriens et du personnel soignant syrien en Syrie. Dans un centre de formation depuis 3 ans et demi que nous avons mis en place, et je suis rentré il y a 3 semaines exactement.
Voilà, pour Donc, être tout à fait précis. voilà, pour être précis. Vous avez raison de l'être. Je vois comme une Merci. réaction à ces bombardements, si vous le voulez bien, russes. Vous êtes aux côtés, vous, de la population civile. C'est encore ce que je disais à Nicolas Hénin tout à l'heure, ajouter de la guerre à la guerre, et c'est la population civile qui va encore faire les frais de ces nouveaux bombardements. Vous êtes inquiet aujourd'hui, hein? Tout à fait. D'abord, ce que je voudrais quand même corriger quelque chose de très important. Pourquoi l'implication russe maintenant, après 4 ans et demi de guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle implication? C'est qu'on ne met pas en avant que militairement, je pense que Assad est fini et qu'il a perdu pratiquement toute sa capacité sur le terrain, en tous les cas, peut-être pas par l'aviation, mais il a perdu toute capacité. Les défaites qu'il subit déjà depuis plusieurs mois sont très importantes, jusqu'à la ville de Idlib en particulier, qui ouvre la porte vers l'attaquer. L'attaquer, c'est son fief. Il n'a plus la capacité d'empêcher les rebelles d'atteindre l'attaquer. De la même façon qu'il n'a pas les capacités d'empêcher Daesh de descendre jusqu'à Palmyre, et on a vu combien en 24 heures l'armée de Assad s'est retirée de Palmyre. Militairement, Assad est fini, ses hommes sont fatigués de 4 ans et demi de guerre, les jeunes de 18 ans qui sont enrôlés de force essayent de fuir, même ceux de sa propre communauté alaouite. Et je le sais que dans la région de l'Attaqué, les gens et les familles tentent de faire en sorte que les jeunes ne soient pas intégrés de force dans l'armée de Assad. Aujourd'hui, Assad militairement ne tient que par la présence du Hezbollah, avec plus de 10 000 hommes, la présence des soldats iraniens. Et maintenant, il a besoin, en tous les cas, pour essayer de protéger la ville de l'Attaqué, donc son fief, il a besoin de l'intervention russe. Et ce que font les Russes, c'est de faire croire aujourd'hui que c'est Daesh qu'il faut absolument détruire, alors qu'en vérité, ils sont en train de soutenir le régime de Assad qui était en train de s'effondrer. Voilà la réalité des choses que personne n'ose dire réellement. Je voudrais, pardonnez-moi, revenir là-dessus. Je voudrais quand même qu'on parle des populations civiles, parce que c'est elles quand même qui sont en première ligne. Ce sont ces populations civiles qui souffrent. C'est près de 300 000 morts, Antoine Mariotti, aujourd'hui en Syrie. Hein. Officiellement 250 000. 250 000, et c'est encore un chiffre sous-estimé, puisque ce sont des chiffres qui sont aussi donnés par l'ONU et qui n'a pas accès à toutes les informations. Et puis il y a des disparus aussi. Donc oui, ce sont des chiffres qui sont au bas mot de 250 000. Alors je voudrais qu'on en parle, Raphaël Pitti, justement de ces populations civiles, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez. C'est des populations civiles qui doivent déjà subir les bombardements du régime syrien, les exactions des différents groupes sur le terrain, et aujourd'hui les bombardements encore de l'aviation russe. Alors là encore, je voudrais vous corriger. Vous dites les exactions des différents groupes rebelles. C'est faux. Ce ne sont pas les exactions. Les bombardements sont essentiellement le fait du régime de Assad avec les barils de TNT qu'il largue sur la ville de Alep, par exemple. Dès le matin, à 5 heures du matin, il y en a 7 à 8 par jour qui tombent sur la ville d'Alep et qui tuent. Ça n'est pas du tout les rebelles. Les rebelles n'ont aucune capacité de larguer avec leurs hélicoptères des barils de TNT qui tuent sur les populations. Sur la ville d'Alep, à partir du matin à 7 heures, ensuite, ils reviennent vers 10, 11 heures. Lorsque la population commence à sortir pour aller s'approvisionner, ils bombardent à ce moment-là. Sur les 10 hôpitaux qui étaient à Alep, dans la zone tenue entre les rebelles, il n'y en a plus que 3 qui survivent et qui sont tous en souterrain. La situation telle qu'elle se présente, elle est le fait du régime de Assad, elle n'est pas le fait des rebelles. Alors là, Antoine Mariotti, Raphaël Pitti, je vous interromps tout de même parce que c'est votre point de vue, c'est sans doute ce que vous avez vu, mais qu'il faut peut-être aussi modérer. Oui, mais Antoine Mariotti était également sur le terrain au même titre que vous, et il va nuancer, il est là sur le plateau, il va nuancer un peu votre propos. Je voudrais juste terminer à ce moment-là, qu'il nuance après, mais je voudrais quand même juste dire cela. Lorsque les rebelles ont attaqué la zone de Idlib et qu'ils l'ont récupéré, le régime n'a pas hésité à utiliser du chlore. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai formé environ 4000 personnes du service sanitaire de la population civile syrienne. Et donc, les médecins nous l'ont dit de suite, il y a du chlore. Il a utilisé du chlore sur les populations civiles parce qu'il n'arrivait plus à se défendre dans la ville de Idlib. Raphaël Pitti, on ne met pas en doute les exactions du régime syrien, mais on met peut-être aussi, Antoine Mariotti, il y a aussi des exactions commises du côté des... M. Pitti a raison de dire qu'il y a eu des exactions de masse, des bombardements très massifs, que ce soit avec l'aviation, que ce soit des barils qui sont largués. Je reviens de Homs,
Homs, où en effet, oui. on voit des quartiers entiers qui sont dévastés Absolument, et le absolument, régime est entré avec des chars et a bombardé. Il a absolument, fallu une quantité phénoménale d'explosifs et d'obus et autres. Cela absolument. dit, il ne faut pas oublier aussi que de l'autre côté, il n'y a pas que des rebelles romantiques, angéliques, comme on a voulu le croire d'ailleurs au début. Et c'est vrai que l'image était belle, sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup bien de mortiers qui sont jetés, lancés par des rebelles ou par des groupes terroristes. Parce C'est qu'il exact, n'y a, c'est il n'y a exact. pas que les rebelles modérés, il n'y a pas que la SL, il y a Non. l'État islamique, certes, il y a Al-Nosra, et puis il y a de nombreux autres groupes islamistes moins connus et qui s'en prennent aussi aux civils et qui tirent sur des zones contrôlées par le régime sans parfois avoir la précision souhaitée, au même titre que les barils lancés par le régime n'ont pas de précision, et qui tombent, moi j'en ai vu tomber en plein cœur de Damas, soit il y a 2 ans, c'est tombé récemment. Donc les civils, il y en a tous les côtés. Et juste un mot pour finir, Monsieur Raphaël, Petit, si vous me permettez. Raphaël, Oui. si Antoine Juste- Mariotti termine, si vous le voulez bien. Oui, je vous en Allez, prie. Antoine. Juste, Je vous en et pour prie. reprendre des Je vous chiffres en qui prie. sont qui ne font peut-être pas plaisir à tout le monde et qui sont dramatiques, parce qu'on parle de plus de 250 000 morts, et on le disait, c'est au bas mot. Les civils sont évidemment énormément touchés. Ces chiffres-là, on se base la plupart du temps sur les chiffres donnés par l'ONU et par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est une ONG proche de l'opposition, qui ne fait absolument pas plaisir au régime. L'ambassadeur syrien à l'ONU me disait, ils sont aux mains des renseignements anglais, pour vous donner l'idée un petit peu. Donc on les considère comme proches de l'opposition, et ils nous disent depuis au moins 2 ans que sur ces 250 000 morts, le chiffre était moins fort avant, il y a grosso modo un tiers donc de personnes décédées qui sont des combattants, soit des rebelles, soit des terroristes, Al-Nosra, de l'État islamique, qui se battent contre le régime. Vous avez un tiers qui sont environ un tiers, évidemment, des civils, ce qui comprend évidemment des vieillards, des enfants, des femmes, etc. Et vous avez un gros tiers, un peu plus d'un tiers, qui sont des soldats du régime et des miliciens du régime ou du Hezbollah, etc., qui se battent aux côtés du régime. Donc il est important aussi d'avoir cette nuance-là, et ce qui n'enlève rien, évidemment, aux exactions du régime. Merci beaucoup, merci. Oui, merci Raphaël Oui. Petit. Malheureusement, on est obligé de se c'est- séparer parce qu'on doit partir à Washington retrouver notre correspondant Gallagher Fenwick. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur l'antenne de France 24. Gallagher, bonsoir. Comment ces frappes russes ont-elles été accueillies à Washington? John Kerry s'exprime en ce moment même à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a dit qu'il soutenait ces frappes russes si elles avaient pour objectif, et il a beaucoup insisté là-dessus, l'organisation de l'État islamique. Oui, voilà parfaitement le secrétaire d'État américain qui a été très ferme dans le langage qu'il a employé pour qualifier ces frappes menées par la Russie et dont il a dit qu'elles ne sont pas constructives, en tous les cas celles que la Russie vient de mener, puisque selon les informations dont disposeraient les Américains, c'est bien le conditionnel qu'il faut employer parce que ces Américains qui s'expriment pour le moment le font de manière anonyme, eh bien ils indiquent qu'a priori les frappes russes auraient été menées sur ou proche de Homs, une ville qui est tenue par ceux que John Kerry appelle les rebelles modérés, mais qui sont considérés par le régime le régime de Bachar al-Assad, ses proches et ses soutiens russes comme étant des terroristes. Donc John Kerry, le secrétaire d'État américain, concernant ces frappes qui viennent d'être menées par les Russes, il dit 2 choses. Il dit d'abord qu'elles ne sont pas constructives et ensuite qu'elles ne changent rien à ce que la coalition anti-organisation de l'État islamique a fait jusqu'ici et qu'elle continuera de faire. Gallagher, des informations très contradictoires. Hein. John Kerry est resté très prudent, vous le disiez, même s'il il distille le doute malgré tout sur ces frappes russes et en tout cas sur leurs objectifs. Et ce soir, un officiel américain dit très clairement que ces frappes russes visaient l'opposition syrienne et non pas l'organisation de l'État islamique. Il y a quand même encore un certain flou. Oui, tout à fait. Et ce que révèlent ces commentaires, notamment faits par cet autre officiel américain, c'est aussi qu'il y a énormément de surveillance faite par les Américains des activités russes. Les Américains qui révèlent non seulement des images de ces positions russes, de ces activités, mais qui disent également que les vols de surveillance effectués par les Russes, que ce soit par des drones ou par des avions de chasse jusqu'ici, eh bien, se déroulaient parfois dans des zones au-dessus de zones qui ne sont absolument pas proches de points tenus par l'organisation de l'État islamique, ce qui veut bien dire, encore une fois, selon ces mêmes sources américaines, dont les informations sont évidemment difficiles à vérifier, eh bien que les Russes s'intéressent beaucoup à des organisations autres que l'organisation de l'État islamique, à des éléments
autres. Et c'est bien cela le grand souci, le point de différence majeur entre les Russes, le régime de Bachar al-Assad et de l'autre côté cette coopération entre les Américains et les autres éléments qui collaborent contre l'organisation de l'État islamique. Le danger, il est diplomatique, bien sûr. Il y aura encore, c'est la 3e fois depuis le début de l'Assemblée générale des Nations unies, une rencontre entre John Kerry et Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, tout à l'heure. Il y a un danger diplomatique, mais il y a aussi un danger militaire parce qu'il y a un niveau de coordination très très faible, on le voit, entre ces différents éléments qui volent au-dessus du territoire syrien, qui mènent des frappes. Et imaginez les conséquences militaro-diplomatiques, si je puis m'exprimer ainsi, s'il y avait bien un incident létal qui impliquerait des Américains ou des Russes, un incident dans lequel, par exemple, des Russes mèneraient une frappe qui viserait peut-être ou qui endommagerait des éléments appartenant aux Américains ou à d'autres membres de cette coalition, ou à l'inverse, si des éléments de cette coalition contre l'organisation de l'État islamique frappaient et touchaient soit des Russes au sol, ou soit leurs avions qui volent désormais au-dessus de la Syrie. Ce serait à l'évidence des conséquences très graves qui découleraient d'un tel événement. Merci beaucoup Gallagher Fenwick. Et d'ailleurs, Sergei Lavrov, qui doit présider une réunion du Conseil de sécurité, veut mettre sur place justement une résolution, je le rappelle à nos téléspectateurs, pour coordonner justement ces différentes actions sur le terrain. On retrouvera peut-être tout à l'heure, notre correspondant Emmanuel Saint-Martin à New York, qui nous en dira peut-être un peu plus justement sur cette éventuelle résolution pour coordonner les actions entre les différents pays, notamment les États-Unis, les Russes, mais également les Français. On va en parler des Français qui sont un peu hors jeu avec vous, Antoine Mariotti, dans un instant, et James André qui nous a rejoint. Mais vous, si vous nous rejoignez dès 18h36 à Paris, nous sommes en édition spéciale sur France 24. On va revenir en images, si vous voulez bien, sur ces premiers raids aériens menés aujourd'hui par la Russie sur le territoire syrien. On fait le point avec Nabia Makloufi en images. D'épaisses colonnes de fumée dans le ciel de Homs. Une vidéo amateur postée par des activistes locaux sur les réseaux sociaux est présentée comme les premières images des frappes russes en Syrie. Au total, 7 provinces syriennes auraient été visées, parmi lesquelles Homs, mais aussi Hama, dans le centre du pays. Des opérations aériennes justifiées par Sergei Lavrov, le chef de la délégation russe, depuis le siège des Nations Unies. Le 30 septembre, en réponse à une lettre du président syrien, le président russe a demandé l'utilisation de la force à la Fédération de Russie à l'intérieur de la République arabe syrienne. Nous parlons ici exclusivement d'opérations aériennes des forces russes, des frappes contre les positions de l'État islamique en Syrie. Des déclarations réfutées par Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. Il s'exprimait devant les députés de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, désormais, les forces russes ont frappé en Syrie, c'est désormais public, et curieusement, ils n'ont pas frappé sur Daesh. Donc je vous laisserai en tirer vous-même un certain nombre de conclusions. Dans le même temps, Paris a annoncé ce mercredi la mort de 30 djihadistes, des rebelles tués dans le premier raid aérien mené dimanche par la France contre le groupe État islamique en Syrie. Bonsoir James André. On va tout de suite regarder cette carte de la Syrie pour bien comprendre là où les Russes ont frappé et où se trouvent les positions des uns et des autres. Ça devient très compliqué sur le territoire syrien parce qu'il y a différentes factions. Mais on voit bien là l'organisation de l'État islamique, vous en parliez tout à l'heure, Antoine Mariotti, l'attaquer. Tartous, tout le pourtour la Méditerranée où le régime de Bachar el-Assad s'est replié. Et James, d'après deux sources sécuritaires syriennes, les Russes auraient frappé à Homs, ils auraient frappé à Hama et à Latakia. Tout à fait. Alors Latakia, ils sont un peu revenus dessus en disant que d'ailleurs c'était plutôt une frappe de l'aviation syrienne. Maintenant, c'est vrai que il y a donc cet énorme débat à savoir s'ils ont frappé, oui ou non, l'organisation de l'armée islamique, l'organisation de l'État islamique. Et effectivement, cela fait bien évidemment débat. Mais maintenant, c'est vrai que quand on prend une carte et qu'on regarde où se trouve Latakia... Pardonnez-moi, mais on ne voit pas l'organisation de l'État islamique là où ils ont frappé. En tout cas, pas sur cette carte. C'est absolument exact. Et c'est vrai que peut-être pour des questions diplomatiques ou de communication, il aurait pu être intéressant, par exemple, pour eux de faire la première frappe à Raqqa ou à Palmyre. Maintenant, il faut reconnaître que c'est aussi relativement loin. Alors, la question est de savoir si par hasard, ils n'auraient pas aussi poursuivi des objectifs
militaire, tout simplement, puisqu'ils sont partis de l'attaquer. Si on regarde, effectivement, on va avoir Hama et Homs qui se trouvent à proximité immédiate de la base de l'attaqué. Il faut savoir que ça, ce sont des zones où c'est extrêmement mélangé. Il y a toutes sortes de groupes djihadistes, de rebelles syriens considérés comme modérés, qui opèrent. Alors, c'est pas évident. Si on prend, par exemple, un exemple d'un objectif militaire russe qui pourrait être parfaitement logique. Il y a entre Idlib et Al-Attaqi un village qui est tenu par exemple par l'armée de la conquête, qui est donc une coalition de différents mouvements djihadistes qui tient ce village qui se trouve en plein milieu de la route principale entre les deux villes. Eh bien, par exemple, pour les Russes, ça c'est un objectif prioritaire, libérer la route d'Idlib. C'est intéressant pour eux sur le plan militaire maintenant. Maintenant, ce n'est pas une cible qui est de l'organisation de l'État islamique. Donc la question est qu'ont voulu faire exactement les Russes, et d'un autre côté, on peut se demander très objectivement, sur le plan diplomatique, quels intérêts ils avaient à ne pas finalement frapper l'organisation de l'État islamique en premier, puisque ça aurait envoyé des gages de leur bonne foi, et ça aurait tout de suite désamorcé cette situation. Donc c'était simplement, je voulais parler de cette peut-être troisième solution qui consiste à avoir des objectifs purement tactiques et militaires, qui consiste à se dire on est à l'attaquer, on est à Tartous et on veut sécuriser cette zone avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ce qui serait pas Alors, ce qu'il faut dire illogique. aussi, c'est que les Russes disent nous, on frappe des groupes terroristes. Eux ne se focalisent pas, comme les Occidentaux, sur l'organisation de l'État islamique. Et il est vrai qu'en Syrie, aujourd'hui, il n'y a pas que l'organisation de l'État islamique qui est considérée comme un groupe terroriste. Le Front Al-Nusra l'est également. D'autres groupes également. Donc ça pourrait aussi justifier l'intervention russe. Exactement, les Russes de toute façon ont toujours dit qu'ils allaient frapper les organisations terroristes. Alors le problème, c'est que tout cela est complètement à géométrie variable. Grosso modo, pour Bachar el-Assad, son régime, tout ce qui est de l'opposition finalement est terroriste. Pour les Russes, on est à peu près sur la même logique, sauf qu'eux, ils disent ce sont les djihadistes qui sont terroristes, et eux disent, bon, l'opposition, à la limite, on les tape pas. Après, pour les Occidentaux, on a d'une part l'organisation de l'État islamique, et puis le Front Al-Nusra, et un certain nombre de groupes qui sont clairement identifiés et qui sont terroristes. Alors maintenant, la question est de savoir si les civils des uns ne sont pas les terroristes des autres, etc. C'est ça qui devient extrêmement compliqué. D'autant que, alors quelque part, on peut dire qu'il y a aussi un problème avec cette opposition modérée. Hein. On le rappelle, le Pentagone a voulu former des combattants de l'opposition modérée. Ils ont lancé un projet à 500 millions de dollars, et on se souvient que ça a Je crois que été... c'est 5000 hommes, non Bah, c'est complètement ridicule. non, Non, ils ils sont voulaient... 120 pour l'instant 120. mais 120 dont plusieurs ont été 120. arrêtés, ont été enlevés Ouais. et c'est oui, ils sont censés en Il en former reste 5000 sur officiellement 3 5 sur sur le 3 ans terrain. et Ouais. voilà, il en reste une dizaine sur le terrain, enfin ou 5 sur le terrain et une C'est les dizaine qui dernières sont annonces. opérationnels mais qui sont en Turquie. Donc vous voyez, c'est extrêmement faible. Et lors de leur première mission sur le sol syrien, bien la plupart ont été enlevés, dont leur chef. Ça a été un fiasco retentissant. Donc il n'y a plus d'opposition modérée sur le... Elle est syrien. extrêmement faible, mais juste pour revenir sur ce que disait James et qui a tout à fait raison, c'est extrêmement mélangé dans certaines régions, notamment à Homs. Un intervenant disait tout à l'heure, à mon avis un peu trop vite, il n'y a aucune présence de l'État islamique dans la province de Homs. Moi, je serais quand même un petit peu plus prudent. Ils ne se sont pas arrêtés à la frontière parce qu'ils n'avaient pas leur passeport pour entrer dans la province de Homs. L'État islamique, ce ne sont pas des bataillons de 500-600 personnes qui se déplacent en masse avec de l'artillerie, etc. On l'a vu à Palmyre, ils ne sont pas arrivés très nombreux pour prendre Palmyre. Et ça peut être des cellules qui sont plus petites. Alors, certes, ils ont des centres d'entraînement un peu plus importants dans la région de Raqqa ou autre, mais ça n'empêche pas qu'ils aient des présences dans la région de Homs, dans la région de Hama, et même, d'ailleurs, à proximité de l'attaqué, qui est un peu une bulle pro-régime où ça se passe grosso modo très bien. J'y étais il y a quelques jours dimanche, les gens se baignaient, s'amusaient, etc. Il n'empêche qu'il y a peu de temps, il y a eu un attentat suicide dans l'attaqué et que régulièrement des groupes rebelles ou des groupes terroristes ou islamistes essayent de s'en approcher, sont refoulés en effet. D'où l'importance d'ailleurs de la route vers Idlib, qui est une ville très importante qui est Revoir la perdue. carte. Mais l'État islamique ne s'est pas arrêté à la frontière de ces provinces-là. Ils sont aussi présents un petit peu partout, y compris d'ailleurs tout près de Damas. Et ce soir, cette déclaration, pardonnez-moi, John Kerry, chef de la diplomatie américaine, les États-Unis sont opposés aux frappes russes qui ne viseraient pas l'organisation de l'État islamique et Al-Qaïda. Ce qui veut dire que si les Russes tapent finalement sur d'autres groupes terroristes, type Al-Nusra, ben ça ne convient pas. En l'occurrence, les États-Unis, en tout cas, ils sont opposés. C'est quand même un peu paradoxal aussi. Hein. C'est extrêmement compliqué, d'autant plus qu'en plus, les jeux d'alliance sont complètement mobiles. Il n'y a pas des hommes qui sont, on va dire... affiliés à l'organisation de l'État islamique et à aucun autre mouvement, d'autres qui sont Al-Nusra et qui ne seront jamais de l'organisation de l'État islamique. Il faut voir que les combattants sur le terrain, eux, vont potentiellement passer d'un groupe à l'autre. C'est quelque chose finalement d'assez fluide. Il peut y avoir aussi des jeux d'alliance et d'allégeance entre différents groupes djihadistes qui vont se réclamer de l'organisation de l'État islamique ou bien d'Al-Nusra. Donc, c'est vrai qu'on va pas pouvoir aller, je veux dire,
suite à une attaque, prendre la carte de l'organisation de l'État islamique sur les corps pour dire ah bah il était bien de l'organisation islamique. Et cette déclaration ce soir du Premier ministre turc qui appelle à une zone de sécurité en Syrie, une no-fly zone, on en a déjà parlé pendant longtemps, déjà depuis quelques années, c'est ce qu'il dit le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu à la tribune des Nations Unies, et vous le voyez ici à l'image en direct de New York. Ahmet Davutoglu, Premier ministre de la Turquie. La Turquie, je vous le rappelle, qui accueille 2 millions de réfugiés syriens aujourd'hui. Un mot, avant de recevoir Yves Contasso pour parler de toute autre chose, de la politique française, je voudrais quand même qu'on parle du rôle de la France quand même. La France qui est quand même un peu hors jeu. Il faut quand même savoir que ces raids aériens russes, eh bien, les Russes ont téléphoné aux Américains, ils ont même téléphoné, ces Russes, aux Israéliens pour les prévenir de ces bombardements. Pas un mot à la France. Il faut dire que pour la France, aujourd'hui, il faut combattre à la fois l'organisation de l'État islamique, mais également Bachar el-Assad. La France qui a d'ailleurs même lancé une enquête concernant les crimes du régime syrien. On fait le point en images. On en parle ensuite avec vous, Antoine Mariotti, James André. Point de départ de l'enquête française, cet homme en bleu. Son pseudonyme, César. Photographe légiste avant la révolution syrienne, il a été chargé d'archiver minutieusement les photos de 11 000 cadavres entre 2011 et 2013. Sur ces photos, des corps torturés à mort et affamés. César a réussi à fuir la Syrie avec 55 000 clichés. Il est aujourd'hui quelque part en Europe. Le 7 octobre, son témoignage sera publié dans un livre intitulé « Opération César ». Le livre va montrer le vrai visage de Bachar el-Assad, celui d'un dictateur qui a fait couler beaucoup de sang. Ce livre est comme un message aux diplomates et aux hommes politiques qui cherchent aujourd'hui à se rapprocher de lui et à renouer des contacts avec lui. En 2014, l'ONU avait déjà examiné le rapport César. La France avait alors demandé la saisine de la Cour pénale internationale, mais la Russie et la Chine avaient opposé leur veto. Cette fois, sur un signalement du Quai d'Orsay, le parquet a ouvert une enquête pour crime contre l'humanité. Pour Céline Bardet, juriste interrogée sur France 24, les investigations ne pourront se poursuivre qu'à certaines conditions. Là, il faudrait que, pour qu'il y ait une compétence juridictionnelle qui ait des victimes françaises, ou un lien avec la France. Donc oui, c'est un signe politique, c'est un signe symbolique aussi. L'affaire César rebondit 3 jours après l'intervention de François Hollande à la tribune de l'ONU, excluant toute coopération avec Bachar el-Assad. Une manière de faire entendre la voix de la France sur un dossier où les États-Unis et la Russie jouent les premiers rôles. Antoine Mariotti, je disais tout à l'heure que les Français n'avaient pas été prévenus, mais nous on a des informations France 24 comme quoi l'ambassadeur russe à Paris, l'ambassadeur Orlov, serait allé au Quai d'Orsay ce matin et aurait prévenu le ministère français des Affaires étrangères de ces frappes russes. Vous qui avez été à Damas, comment est perçue aujourd'hui la France qui reste dans une position quand même très radicale, qui refuse tout soutien à Bachar el-Assad? L'analyse d'Emmanuel Saint-Martin, notre correspondant à New York tout à l'heure, était très juste. Il a dit en répondant à votre question, est-ce que la France n'a jamais été dans le coup depuis le début de cette crise? Et c'est vrai après tout, puisque dès novembre 2013, rappelez-vous, quand il y a eu les armes chimiques, la France a menacé de frapper. Elle s'est retrouvée un petit peu seule au milieu de l'océan parce que les Britanniques se sont cachés derrière le nom de leur Parlement. Obama a dit bon, je vais aller voir le Congrès, il n'y a plus personne pour frapper. Derrière, Laurent Fabius a dit très bien. Sergei Lavrov, le russe, et John Kerry, l'américain, veulent trouver un accord entre eux. Moi, j'exige qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Les deux, et Kerry et Lavrov, ce qui est quand même plus surprenant de la part de Kerry, l'ont balayé d'un revers de main et ont fait ça dans leur, dans leur coin et n'ont absolument pas tenu compte des réclamations françaises. Aujourd'hui, la France, il faut bien reconnaître qu'elle nage un petit peu à contre-courant, puisque depuis quelques jours, quelques semaines, les positions s'adoucissent côté occidentaux et côté turc, ce qui est très important quand même, côté turc. C'était le virage, on le redit à nos téléspectateurs, le revirement quand même spectaculaire du président turc Erdogan, qui a dit qu'aujourd'hui, il pouvait envisager une transition avec Bachar el-Assad, qui est quand même son ennemi juré. Tout à fait, mais même John Kerry a dit, leur objectif à tous, c'est très clairement que Bachar el-Assad parte toujours. Ça ne change pas. Sauf que désormais, il n'y a plus que la France qui dit, il faut qu'il parte maintenant et on parle après. Les autres disent, on est prêt à parler,
y compris avec lui. Et ensuite, pour reprendre les mots de John Kerry, le calendrier de son départ est négociable. C'est quand même quelque chose de foncièrement nouveau. Et on s'attendait à ce que la France aille aussi dans ce sens-là avec le discours de François Hollande à l'ONU. Et non, il a dit, alors qu'il parlait seulement de neutraliser Bachar al-Assad cet été, il a dit non, ce ne sera pas le cas. On ne peut pas parler, on ne peut pas faire travailler le bourreau et les victimes. Sauf que concrètement, le bourreau et les victimes, on les a fait travailler ensemble, on les a mis autour de la même table lors de Genève 2 l'an dernier. Ça ne nous a pas dérangé. Et si demain le bourreau, c'est-à-dire Bachar al-Assad aux yeux de la France, part, eh bien, il n'y a pas que lui ou son frère Maher al-Assad qui sont soupçonnés de crimes contre l'humanité. C'est à tous les échelons au niveau de l'armée. Donc c'est très compliqué. Et en Syrie, c'est extrêmement mal perçu cette position de la France. Alors c'est côté régime évidemment, mais parce qu'il y a une histoire extrêmement ancienne, une histoire extrêmement forte entre ces deux pays, et ils se sentent profondément trahis. Et ils ont dit d'ailleurs, il y a un groupe de contact qui est en train de se mettre en place. Nous refuserons catégoriquement que la France en fasse partie. Ils se sentent profondément trahis et sont beaucoup plus fâchés contre la France que contre les États-Unis ou pas la Russie évidemment, mais les Anglais ou autres. Et ce sera difficile pour la France de revenir si jamais Bachar al-Assad reste en place. Merci beaucoup Antoine Mariotti, grand reporter à France 24, et vous revenez de Damas pour nous.